Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 20 novembre 2023, la date qui coïncide avec la journée mondiale de l'enfance. Les droits des enfants sont toujours bafoués au Burundi et dans les camps des réfugiés burundais. Vous aurez les détails tout à l'heure. Ils attendent leur diplôme depuis plus de 3 ans. Les anciens étudiants de l'Institut universitaire des sciences de la santé et du développement communautaire de Mutanga Nord indiquent que cette situation les empêche d'obtenir de l'emploi et de poursuivre leurs études à l'étranger. L'un d'entre eux va s'exprimer dans ce journal. Au cours de cette édition, nous allons également parler des contributions forcées exigées à la population de Burambi par le parti au pouvoir. Certains habitants de cette commune de la province Rumongue les dénoncent. Vous allez également les suivre tout à l'heure. Dans un instant, le développement des titres. Bonsoir chers auditeurs, commençons par la page sécurité. Encore sans vie d'un homme non identifié a été retrouvé tout près de la clôture du lycée Don Bosco sur la route qui mène vers la colline Garoazi au chef-lieu de la province Ngozi. C'était ce matin. Nos sources à Ngozi indiquent que la victime avait des blessures au niveau de la tête et du bras. Le corps a été transféré à l'hôpital autonome d'Ngozi sur ordre de l'administrateur de la commune Ngozi, Joseph Martin Bouchoumi. Et 2 personnes tuées, c'est le bilan hebdomadaire de sécurité dressé par la RPA sur tout le territoire burundais. La première victime n'a pas été identifiée. C'était un homme qui a été tué à coups de bâton vendredi dernier sur la colline Gaturanda en commune Bugabira de la province Kirundo. Il aurait été surpris en flagrant délit en train de voler un régime de bananes dans un champ. Le propriétaire de la bananerie est le présumé auteur du crime et il aurait fui vers la Tanzanie. La seconde personne assassinée est de la mairie de Bujumbura. C'est un certain Rubati. Il a été poignardé par des personnes non encore identifiées qui l'ont trouvé à son domicile au quartier Mutanga Nord mardi dernier. Les motifs de cet assassinat restent inconnus. La police indique que les enquêtes sont en cours. Toujours en page sécurité, 4 bataillons des militaires burundais déployés en République démocratique du Congo pour combattre le M23 aux côtés des FARDC ont reçu aujourd'hui des indemnités. Ces indemnités ont été octroyées en dollars américains dans le but d'encourager ces troupes qui se heurtent à une résistance farouche. Ce geste a en revanche suscité un malaise au sein des troupes burundaises qui se demandent d'où vient cet argent et pourquoi il n'était pas payé en devises auparavant. Le point avec Onésime Dushimagize. Les 4 bataillons de militaires burundais déployés en RDC pour combattre le M23 aux côtés des FARDC qui ont reçu ce lundi des indemnités sont le 5e bataillon, le 6e, le 7e et le 8e bataillon. Selon les informations recueillies auprès de ces militaires, chaque homme de rang a reçu $50, 60 pour un sous-officier et $100 pour un officier. Les mêmes sources indiquent que ces militaires ont reçu ces indemnités en devises pour la première fois depuis qu'ils sont envoyés en RDC pour combattre aux côtés des FARDC contre le M23. Un homme de troupe recevait auparavant 70 000 francs burundais équivalent à $15, un sous-officier 100 000 et un officier 150 000 francs burundais. Ce geste posé par le gouvernement burundais a suscité cependant un climat malsain au sein des troupes burundaises qui se demandent d'où proviennent ces indemnités presque au milieu du mois et pourquoi ils n'en recevaient pas auparavant en devise. Ce qui laisse entendre des grognes au sein de ces troupes burundaises selon lesquelles les indemnités sont partagées par les hautes autorités du pays, dont certains généraux issus du Maki. Des informations en provenance de certains hauts gradés de l'armée burundaise affirme que le gouvernement burundais a octroyé ces indemnités en devises pour encourager ses troupes qui font face à une résistance farouche du M23. De plus, ce geste serait posé pour calmer ces troupes burundaises
qui ne cesse de succomber sur le champ de bataille, un combat dans lequel un certain nombre de militaires burundais a été capturé par le M23 et les familles ne sont pas encore informées par le gouvernement burundais sur le sort de ces militaires en captivité, puisqu'il ne veut pas avouer qu'il est aux côtés des FARDC dans cette guerre contre le M23. Il essaie de préciser qu'il y a une opération de relève ce lundi 20 novembre entre les troupes burundaises qui étaient basées dans la province du Sud Kivu et celles qui étaient sur le champ de bataille contre le M23 au Nord Kivu. Cependant, un important effectif composé de plus de 3 bataillons a été déployé dans les localités proches de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Les militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie devraient se réveiller et se rendre compte que leur chef hiérarchique, de même que le commandant suprême, ne se soucie point de leurs problèmes. Ils doivent trouver eux-mêmes d'autres voies pour réclamer leur dû selon un cadre de l'armée burundaise. Ce cadre de la force de défense nationale du Burundi parle de la mauvaise foi des dirigeants. C'est vraiment regrettable de voir qu'un pays qui se respecte et digne de ce nom puisse manquer à son devoir, qui est celui d'assurer les primes de ses soldats qui viennent de passer 5, 8, 9 à 10 mois sans percevoir leurs indemnités. C'est très honteux. J'aimerais demander aux 5 bataillons de nos militaires en mission en Somalie et aux 2 bataillons déjà rentrés de leur mission de ne plus se laisser leurrer, car si nos responsables étaient animés de bonne foi, ils auraient résolu ce problème d'arriéré. Mais malheureusement, la mauvaise gouvernance et le fait que nos dirigeants se regardent en chiens de faïence ne font qu'aggraver la situation. Mais qu'on donne à ces militaires leur dû, car je peux vous certifier que ces fonds sont disponibles. Il y a une chose qui nous étonne beaucoup. L'armée dispose d'une équipe chargée de l'accueil de ces militaires, mais personne ne leur dit comment leur argent va leur parvenir, ni quand cela sera possible. Pourtant, aussitôt que la notification du déblocage de ces fonds tombe, tout le monde au G8 s'agite et des réunions sont organisées aussitôt, surtout pour se convenir sur le taux de change. Mais quand il s'agit de régulariser ces militaires, silence total. Personne ne lève son petit doigt ou ne veut s'impliquer. Cela prouve que nos responsables ne se soucient pas de nous. Il est vrai que ces militaires ont fait appel au président de la République, mais l'état-major devrait lui aussi se saisir de cette question. Ils ont des représentants dans cette institution, alors qu'ils fassent leur travail pour que ces militaires soient rétablis dans leurs droits. Voilà, c'est un cadre de l'armée burundaise. Vous pouvez retrouver ce journal sur le site de la radio publique africaine. C'est le www.rpa.bi. Dans un instant, nous allons parler de la pénurie d'électricité signalée dans la zone Ngagara. RPA. Il s'observe une pénurie d'électricité dans différents quartiers de la zone Ngagara en mairie de Bujumbura. Cette pénurie serait liée à une panne dans les installations de la Régie des eaux. Des pertes sont énormes chez les habitants de la zone. Josiane Mouzaneza nous en dit plus. Après plus d'un mois de coupures répétitives du courant électrique dans différents quartiers de la zone Ngagara en mairie de Bujumbura, les habitants de ces quartiers se demandent à quand ce problème sera résolu. Ils affirment qu'en cas de réapparition de l'électricité, il endommage les objets ménagers, notamment les matériels électroniques. Nous, habitants de la zone Ngagara, nous lançons un appel vibrant car nous venons de passer plus d'un mois sans électricité. Dans certains coins, l'électricité revient avec une faible intensité. En ce moment, on assiste à un jeu de lumière comme si on est dans des boîtes de nuit. Cette faible intensité endommage nos objets électroniques ménagers. Les habitants de la zone Ngagara font savoir que quand ils s'adressent aux techniciens de la Régie des eaux, ils leur répondent que la panne sera totalement réglée lorsque cette société aura changé les installations souterraines et ils demandent que ce problème soit réglé dans l'immédiat car la vie devient de plus en plus difficile. Nous rencontrons souvent les techniciens de la Régie des eaux en circulant dans les quartiers et si nous leur demandons à propos de la panne, ils nous découragent en nous disant que la panne ne sera pas réglée demain ou après-demain à moins que la Régie des eaux change ses installations souterraines. À ce propos, nous n'avons pas encore pu joindre Jean-Albert Manigomba, le directeur général de la Régie des eaux, dossier à suivre. Quittons Ngagara pour nous rendre à Wurambi où certains habitants de cette commune de la province Rumongue dénoncent des contributions exigées par le parti CNDD-FDD depuis plus d'une semaine. Selon eux, ces contributions forcées constituent un lourd fardeau pour une population pauvre. Les détails avec Danny Claire, il la trouve.
Depuis plus d'une semaine, des contributions forcées sont collectées au niveau de ménages de différentes collines de la commune de Burambi par des Imbonerakure, dénoncent certains habitants. Ces derniers révèlent que ces Imbonerakure leur disent que ces contributions sont destinées au parti CNDD-FDD. Ces habitants de Burambi indiquent que la somme à contribuer est désignée sur base des activités que les habitants effectuent au quotidien. Témoignage de l'un d'entre eux. Un habitat à faible moyen de revenus est exigé de donner un montant de 1000 francs burundais. D'autres catégories d'habitats contribuent à partir de 5000 francs burundais et 10 000 francs burundais. Ces contributions augmentent chez les commerçants qui donnent 30 000 francs burundais pour les gros commerçants et 20 000 francs pour les petits commerçants. Ce sont les Imbonerakure qui se chargent de la collecte et passent d'un ménage à un autre. Au moment de la collecte, ils menacent les gens en leur disant que c'est un ordre à respecter et insultent quiconque ose s'opposer à cette collecte. Aucun habitant n'est épargné, que tu sois membre ou non du parti CNDD-FDD. Donner sa contribution est une obligation. Un sentiment de mélancolie se manifeste chez ceux qui se sont confiés à la RPA parmi les habitants de Burambi. Ils demandent que ces contributions forcées soient stoppées par l'administration. Le parti CNDD-FDD, ses habitants lui demandent que les contributions dont ils collectent par force soient sollicitées auprès de ses membres seulement. Nous les habitants sommes attristés par ces pratiques du parti au pouvoir car on peine déjà pour s'y vivre au quotidien. Nous demandons qu'est-ce qu'il doit y avoir une collecte, qu'elle se fasse au sein du parti CNDD-FDD seulement et que ceux qui ne sont pas des membres de ce parti soient laissés tranquilles. La RPA a essayé de joindre par téléphone Marie-Fabiola Ndaïzeye qui dirige la commune de Burambi pour recueillir sa réaction, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Vous saurez que la loi sur les partis politiques au Burundi précise que les ressources financières des partis politiques proviennent uniquement des cotisations des membres, des revenus, des activités propres, des subventions de l'État ainsi que des dons et des legs. Je vous le disais en titre, les anciens étudiants de l'Institut universitaire des sciences de la santé et du développement communautaire de Mutangano réclament leur diplôme attendu depuis plus de 3 ans pour certains d'entre eux. Ils signalent que cette situation est devenue pour eux un obstacle à la recherche d'emploi et à la poursuite des études à l'étranger. Suivez l'un des anciens étudiants de cet institut. Nous, anciens étudiants de l'Institut universitaire des sciences de la santé et du développement communautaire de Mutangano, IUSSDC, faisons face à un problème qui perdure. Il vient maintenant de s'écouler plus de 3 ans depuis que nous attendons la réception de nos diplômes, mais en vain. En 2022, l'université a organisé une cérémonie de remise des diplômes. Les diplômes ont été remis, mais restitués aussitôt après vérification. On nous avait assuré que dans les 2 mois qui allaient suivre, nous allions avoir droit à nos diplômes avec toutes les signatures nécessaires. Cependant, après cette période, la situation a pris une tournure inattendue. Nous avons été informés qu'il fallait obtenir des attestations de réussite ou effectuer des conformités des diplômes pour pouvoir répondre aux appels d'offres d'emploi. Cela pose problème pour certains d'entre nous qui souhaitent poursuivre leurs études en master ou travailler à l'étranger, car ces instances exigent généralement la présentation de diplômes officiels. Face à cette impasse, nos tentatives de communication avec les responsables de l'Institut n'ont pas abouti. Malgré les assurances répétées selon lesquelles le problème serait résolu rapidement, nous sommes toujours dans l'attente. Nous précisons que nous n'avons aucune dette envers l'Institut. Cette situation affecte sérieusement nos opportunités académiques et professionnelles. Pourtant, sur d'autres universités, les étudiants ont tous reçu leur diplôme. La situation carcérale devient de plus en plus inquiétante dans les prisons du Burundi. Dans une réunion tenue dans la ville de Bujumbura avec les magistrats et procureurs du nord du pays vendredi dernier, la ministre de la Justice a révélé que certaines maisons de détention atteignent 400% de leur capacité d'accueil. La ministre Domine Banyankimbona jette le tort aux procureurs. La population carcérale ifika kuri izo 400%, 417%. Murumva ko ari situation iteye ubwoba. Aha rero
Aujourd'hui, la population carcérale s'élève à plus de 400%. Elle est de 417%. Vous comprenez que ça fait froid dans l'autre. Ici alors, je me pose la question de savoir si les chiffres se gonflent suite à la campagne anticorruption. Moi, on a mené des enquêtes et avons trouvé que le nombre de ceux qui sont poursuivis pour ce crime ne dépasse pas 287. Donc, il n'approche même pas 300. Donc, vous comprenez bien que cette campagne n'est pas la cause. Et la situation est ainsi donc. Pouvons-nous croiser les blancs? Les premiers à qui je pourrais imputer la responsabilité de cette situation, ce sont les procureurs. Je me souviens qu'avec eux, on fait des réunions avec pour thème comment essayer de désengorger les maisons carcérales. Il y en a qui passent la nuit dans la position debout et tant d'autres positions très peu confortables. Vraiment, ça fait peur. Moi, j'en ai été témoin lors de ma visite dans la prison de Mimba. Je me suis demandé si ce sont des dortoirs réservés aux humains ou alors aux bêtes sauvages. Il n'y a plus de principe de présomption d'innocence. Voilà, c'est la ministre de la Justice, Domine Banyangimbona. Ce journal va également être publié sur les comptes X et YouTube, ainsi que la page Facebook de la radio publique africaine Idjwi Gawanyagihugu. Dans un instant, nous parlons de la journée mondiale de l'enfance. Le 20 novembre de chaque année, c'est la journée mondiale de l'enfance. Selon l'UNICEF, cette journée offre à chacun et chacune d'entre nous une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceci, mais aussi de transformer cette date en acte concret en faveur des enfants partout dans le monde. Pour chaque enfant, tous ses droits, c'est le thème de la journée retenue pour cette année. Mais la journée se célèbre alors que les droits de l'enfant sont toujours violés au Burundi. L'exemple cité est celui des enfants provenant des familles rapatriées de la République démocratique du Congo qui sont actuellement dans la commune Buganda en province Cibitoke. Depuis plus de 2 mois, ces enfants n'ont pas d'abri et passent leur journée à mendier parce que le gouvernement leur a retiré leur paquet retour. Le point avec Eric Nyonzima. Victimes de piqûres de moustiques et du froid, ces parents racontent leur calvaire avec leurs enfants, étant donné qu'ils vivent sous les arbres de la localité de Mokash, située en zone de Gasenyi de la commune Buganda. Ces derniers n'ont pas d'abri du fait que le ministre de l'Intérieur, Martin Teretse, a ordonné qu'ils ne reçoivent pas le paquet retour octroyé normalement par le HCR aux rapatriés. C'était au mois de septembre 2023, quand ils revenaient de la RDS. À part d'être menacés par plusieurs maladies, à savoir la malaria, ainsi que d'autres maladies liées à la malnutrition, mais aussi au manque d'eau potable, plus de 100 enfants de ces familles qui vivent dans des conditions très déplorables, manquent d'aide pour retourner au banc de l'école. Le mal qu'ils nous ont fait en nous dépouillant notre paquet retour a fait qu'aucun enfant ne puisse aller à l'école parce que comment pourrait-il avoir les cahiers? Pourrait-il y aller sans avoir mangé et sans uniforme? Ces parents ont le cœur déchiré, envoyé leurs enfants passer leur journée à mendier dans les rues pour avoir de quoi manger et craignent que cela puisse affecter leur comportement ou encore qu'ils subissent d'abus sexuels. L'impossibilité pour nos enfants d'aller étudier et de rester dans la rue sans rien faire, c'est le plus grand problème qui nous hante. C'est ce problème que nous vous demandons de nous aider à résoudre. Sinon, nous sommes tellement affligés d'envoyer nos filles mendier dans les rues, elles risquent d'être abusées sexuellement et ainsi être engrossées. Vu qu'aucun dirigeant du pays n'est intervenu pour aider ces rapatriés à sortir de cette vie misérable, les défenseurs des droits humains en général demandent au gouvernement de ne pas les abandonner à leur triste sort, puisqu'eux aussi sont des citoyens burundais qui ont besoin de vivre dignement et que ces enfants sont également l'avenir du Burundi. Les droits des enfants sont également bafoués dans les camps des réfugiés burundais, surtout dans les secteurs de l'éducation et de la santé. À titre d'exemple, les réfugiés rappellent que les examens de fin de cycle n'ont pas été faits depuis 3 ans et que plusieurs structures de santé ont été fermées. Suivez plutôt ce réfugié du camp de Nyarugusu en Tanzanie.
makambi y'impunzi hoho sinzi ko ari kubera ko turi impunzi nyene navuga ko ku ruhande rw'abana ntibyifashe neza kubera. C'est vrai, aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'enfance, mais dans les camps des réfugiés, je ne sais pas si c'est parce que nous sommes des réfugiés, je dirais que du côté des enfants, il y a des problèmes. Les enfants sont plus nombreux. Vous voyez par exemple, les élèves n'espèrent pas qu'ils passeront l'examen de NECTA. C'est déjà 3 ans. Ils attendent déjà 3 ans. Du côté du secteur de la santé, l'ONG MTI avait vraiment essayé, mais il y a certaines structures sanitaires qui ont été fermées. Dans ce cas, c'est difficile de faire soigner des enfants, surtout dans cette période, il y a plusieurs cas de paludisme. Les maladies se multiplient. Nous demandons la réouverture de ces 3 structures sanitaires fermées pour que les enfants accèdent facilement aux soins de santé. Il reste seulement la structure sanitaire de la zone 8 dans tout le camp. Nous avons de sérieux problèmes d'accéder aux soins et l'enfant, dans ce cas, ne peut être soigné facilement. Du côté de la ration, il y a une amélioration. On s'en réjouit, mais toutefois, la quantité reste très réduite. La ration qu'on nous donne dure 2 semaines seulement, alors qu'on dit que c'est pour tout un mois. Vous comprenez que pendant les 2 semaines restantes, l'enfant trouve difficilement de quoi se nourrir. iyo minsi isigaye ijya kurangiza ukwezi hafi indwi zibiri nyene urumva wa mwana aba ariko arayagura. Du côté des parents, ce réfugié fait savoir qu'ils essaient de respecter les droits de leurs enfants, mais qu'ils sont limités par la pauvreté. uruhande rw'ababyeyi ku burezi bw'abana ababyeyi mu by'ukuri baragerageza. Du côté des parents, concernant l'éducation des enfants, les parents font de leur mieux pour que les droits des enfants soient assurés, mais suite à la pauvreté, il leur arrive de ne pas donner aux enfants ce dont ils ont besoin. Par exemple, l'enfant peut rentrer de l'école avec un habit déchiré, ou bien il peut avoir besoin d'aller se faire raser, et un parent peut ne pas trouver de l'argent pour satisfaire à tous ses besoins. Dans ce cas-là, l'enfant estime que son parent est incapable de subvenir à ses besoins. Il est aussi difficile d'acheter des habits aux enfants. Ça fait très longtemps qu'on ne nous donne pas des habits dans les camps. Mais aucun parent ne peut aimer son enfant. Il leur sensibilise sur le bien fondé d'étudier. Aucun parent ne peut se réjouir quand son enfant devient un délinquant. La situation est similaire dans les camps des réfugiés de Nakivale en Ouganda. Suite à la pauvreté, des milliers d'enfants passent la journée à errer à la recherche de quoi se nourrir. Suivez ce réfugié du camp de Nakivale en Ouganda. Ici, dans le cas de Nakivale, il y a beaucoup d'enfants venant de différents pays. Donc, en général, les enfants sont dans une situation qui n'est pas bonne à cause de la pauvreté dans les familles. Les familles de Nakivale n'ont pas des revenus suffisants. Donc, les enfants n'ont pas d'accès à des besoins primaires comme l'éducation et la bonne nutrition. Mais une autre chose qui est terrible, c'est que dans les villages comme New Congo, Éthiopie, les enfants mendiants sont toujours remarquables aussi en grand nombre. Donc, nous demandons aux autorités habilitées du camp de Nakivale, aussi aux organisations internationales, de faire tout possible pour venir en aide. Aussi, même si ces enfants sont réfugiés, leur avenir peut être meilleur. Voilà, c'est par la voix de ce réfugié du camp de Nakivale à Ouganda que nous mettons un point final au journal du 20 novembre 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Emile Niwasumba. Au revoir.